Bonjour tout le monde, mon nom est Dr Justin Baillargeon et je suis Dr VR. Je vous invite à vous inscrire à mon podcast et à mes différents réseaux sociaux pour rester informé des nouveaux épisodes et autres nouvelles dès leur publication. Il vous suffit de cliquer sur le bouton d'inscription sur la chaîne Dr VR ainsi que sur l'icône de la cloche tout juste à côté afin de recevoir des notifications. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui produire de la réalité virtuelle? Pour Antoine Quérol, qui est le cofondateur d'Atlas V, la réponse commence toujours au même endroit. Raconter des histoires, transmettre des émotions, trouver les bons talents et les moyens de donner vie à une vision. Mais autour de ce cœur du métier, tout a changé. Les modèles de financement, les publics, les plateformes, les festivals, les lieux de diffusion et même la manière de faire exister une œuvre immersive ont profondément évolué. Dans cet épisode, on discute d'un moment important pour Atlas V. L'investissement d'environ 6 millions de dollars mené avec HTC, qui marque une nouvelle étape dans le développement du studio. C'est un partenariat qui permet à Atlas V de consolider ses équipes, de penser sur le long terme et d'accélérer sa diversification vers le jeu vidéo, le free-to-play et les expériences immersives en lieu physique, aussi appelé location-based. Mais cette évolution ne signifie pas nécessairement l'abandon du narratif, bien au contraire, elle pose une question essentielle. Comment continuer à créer des expériences ambitieuses, sensibles et artistiquement fortes tout en trouvant les bons modèles pour rejoindre durablement les publics? On discute aussi bien sûr de VR narrative, de location-based, de propriété intellectuelle, de reconnaissance en festival, de séances collectives, de manière d'affaires et de l'avenir d'un secteur qui cherche encore son équilibre entre création, technologie et marché. Bien entendu, c'est un épisode sur la maturité d'un médium, sur les risques nécessaires pour le faire grandir et sur ce moment charnière où la VR ne doit plus seulement prouver qu'elle peut raconter des histoires, mais qu'elle peut aussi donner envie au public d'y revenir. Allez, c'est parti. Vous écoutez Dr VR. Antoine, bonjour, bienvenue sur Dr VR. Bonjour, merci de me recevoir. Ah, ça fait plaisir. Quand vous regardez votre parcours, qui est vraiment très large, on regarde Fat Cat Film, Okio Studio, puis cofondateur et producteur pour Atlas V, qu'est-ce qui vous semble avoir le plus changé dans votre définition du métier de producteur? Je pense qu'au final, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur ma façon de le pratiquer, mais je dirais que sur la façon de le définir, c'est peut-être la seule chose qui n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire, depuis le début, pour moi, c'est quoi un producteur? C'est quelqu'un qui veut raconter des histoires, transmettre des émotions, et qui doit trouver des équipes artistiques et de l'argent pour le faire. Mhm. Et autant la façon de mettre tout ça en œuvre a énormément évolué dans tout ça, mais je pense que la définition, maintenant que tu me poses la question, je dirais que c'est la seule chose qui n'a pas changé. Même s'il y a une transition vers le milieu immersif, par exemple? Non, pour moi, ça change rien. Ça change les typologies d'équipe, la façon dont on finance, la façon dont on écrit. Ça change beaucoup de choses, mais ça change pas le cœur qui est on raconte des histoires, on transmet des émotions, on trouve des talents, on trouve de l'argent. C'est ça le métier d'un producteur et ça reste ça pour moi. Et quand il arrive, par exemple, à trouver du financement pour un projet, quand on approche avec le patronyme œuvre immersive, comment les gens ont approché ça dès le départ quand vous avez commencé avec Atlas V? Et Je aussi pense que Okio, parce que vous aviez gagné un prix d'ailleurs au festival à Monaco que j'ai vu. c'est vrai, c'est vrai. J'avais une boîte VR avant qui s'appelait Okio, qui m'a emmené à Atlas. Mhm. Je dirais que la grosse différence quand on cherchait de l'argent il y a 10 ans par rapport à aujourd'hui, c'est que beaucoup des systèmes de financement, que ce soit dans le public ou un peu dans les diffuseurs, parlons du public qui est quand même très présent en France et au Canada, euh, beaucoup des systèmes publics nous disaient qu'on n'était pas éligible. Mhm. Ça a été à nous, en tant que producteurs, de renverser la charge de l'éligibilité, de leur dire, mais pourquoi on ne serait pas éligible? Vous aidez des films avec des acteurs, des scripts et des caméras. À l'époque, je faisais beaucoup de prises de vue réelles 360. Mhm. Et nous, on leur disait, mais on a des scripts, on a des acteurs, on a des caméras. Donc, en fait, il n'y a pas de raison de ne pas être éligible. Donc, il y a eu toute une phase qui a duré 2-3 ans où moi et d'autres, précurseurs, gens qui ont commencé très tôt la VR, on a dû pousser ces gens-là à décider qu'on était finalement éligible à leurs œuvres. Et c'est des choses qui ont duré longtemps. C'est pareil, par exemple, pour les crédits d'impôt, qui sont des systèmes très importants de financement. Ça a pris longtemps
de dire qu'on était éligible au crédit d'impôt. Il y a eu beaucoup de débats en France sur l'éligibilité de la réalité virtuelle au crédit d'impôt jeux vidéo. Et en fait, quand on voit que on utilise des moteurs de jeux vidéo, on sort sur des plateformes de jeux vidéo, on correspond à la définition du code des impôts d'un jeu vidéo, on a dû comme ça transformer le fait que, en fait, bien sûr, on est éligible, mais on vous donne la preuve qu'on est éligible pour être accepté. Donc ça a été un long cheminement de se rendre éligible, nous et mes compères. On est plusieurs producteurs, justement, au Canada, au Québec notamment et en France, à avoir c'est ça. Et donc maintenant, tout ça est normal et maintenant, on a même des aides dédiées, des programmes dédiés. Donc maintenant, tout va très bien de ce côté-là. Mais ça, c'est vrai que ça a été un long chemin. Ça me rappelle le podcasting parce qu'on est un peu dans un no man's land. On n'est pas de la radio. On n'est pas du contenu vidéo à proprement parler parce qu'on ne fait pas de la vidéo, il n'y a pas de réalisation, il n'y a pas de script, il n'y a rien, mais c'est des entrevues ou c'est du narratif qui est mis en ligne. Donc ici au Canada, par contre, le podcasting, il n'y a pas grand-chose qui est là pour nous aider. Donc, on est un peu dans le même bateau que vous l'étiez il y a 2, 3, 4 ans avant, comme vous en parlez. C'est C'est très intéressant. similaire. J'ai beaucoup d'amis dans le podcast, c'est très similaire et on a les mêmes problématiques là-dessus en France. Vous avez souvent été associé à une VR très narrative et artistique. Hein? Est-ce que vous avez encore l'impression de produire des œuvres, entre guillemets, à proprement parler, ou est-ce qu'Atlas V se pense désormais davantage comme un studio d'expérience? Je pense qu'en effet, en fait, ce qu'on a fait, nous, on va fêter nos 10 ans bientôt, ce qu'on a fait ce qu'on fait toujours, mais moins, et je vais venir justement à la réponse, c'est consacré en se disant, mes associés, en fait, les deux artistes avec lesquels je travaille, sont des gens qui viennent, du court-métrage et de la pub, l'autre du film d'animation. Donc, moi, j'étais aussi plutôt côté pub documentaire, et on vient tous d'un côté où on raconte des histoires. Moi, à titre de producteur, eux réalisateur ou directeur artistique. Et donc, on s'est dit, évidemment, on va raconter des histoires en réalité virtuelle, et donc on faisait des œuvres narratives. On en a fait beaucoup, on en a fait une vingtaine, et il y a eu un réel engouement au lancement de la société il y a 10 ans, et même déjà un peu avant, pour tout ce qui était œuvre narrative. Il y avait des diffuseurs qui étaient intéressés par ça, il y avait les pouvoirs publics, les aides publiques qui nous soutenaient beaucoup. Et donc, on a énormément produit d'œuvres narratives, et ce qu'on faisait beaucoup, c'était des œuvres narratives online. Aujourd'hui, on parle beaucoup de location-based VR, mais c'est plutôt récent. Donc avant, ce qu'on faisait, des studios comme moi ou Félix et Paul aussi, qui faisaient des choses narratives, des documentaires, plus de la fiction, on prenait ça et on l'emmenait online sur des plateformes. Ce qui était bien aussi, c'est qu'à l'époque, on avait beaucoup de préfinancement de ces plateformes, qui elles disaient on va vous donner de l'argent, on va préacheter des contenus. Donc on fabriquait un moindre risque, qu'on était préfinancé. Mais la réalité, c'est que l'audience, des gens qui consomment régulièrement de la réalité virtuelle, sont pas forcément des gens qui veulent voir des films ou avoir une œuvre narrative. C'est beaucoup des gens aujourd'hui qui ont des quests et qui l'utilisent fréquemment, des gens qui sont plus pour le gaming. Voilà. Donc c'est là qu'on a un peu fait évoluer le studio depuis 2-3 ans sur un studio qui produit plusieurs formes de types de contenu. On continue à faire des œuvres narratives pour la réalité virtuelle et on adore ça. Et j'ai une partie du studio qui est dédiée à ça, mais on en fait moins. Parce qu'il y a moins de gens qui la financent à partir du moment où il y a moins de gens qui en regardent. Il y a plein de gens qui se disent pourquoi la financer si le public n'est pas encore là. Donc maintenant, on va faire des œuvres narratives. Avant, on faisait que ça. Maintenant, on en fait un petit peu. Online, on va faire plus de jeux vidéo. Et le côté narratif, on commence à le shifter depuis un an et demi sur le location-based VR, dans des lieux in situ, où là, pour le coup, les gens qui se déplacent sont des gens plus vieux, plus entre 30 et 70 ans. Là où online, ils ont entre 15 et 30. Et donc, ces gens-là, eux, ont plus envie qu'on leur raconte une histoire. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est pas mal de dire qu'on fait plusieurs typologies d'œuvres immersives. Sur les œuvres immersives narratives pour le online, je suis convaincu que cette audience va exister bientôt. Je suis convaincu que les gens aujourd'hui qui ont plus entre 15 et 25-30 ans, qui sont des gamers en VR, ces gens vont grandir. Et comme moi, je jouais à Worms, au premier GTA et tout. T'es un gros gamer et à un moment, parfois, on veut aussi diversifier les contenus qu'on regarde par des choses plus narratives. Et je pense que ces joueurs qui sont les VR natifs, ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui font de la VR, ils sont presque nés avec la VR. C'est ceux qui vraiment consomment chez eux. Et eux, à un moment, ils vont trouver ça normal de regarder des œuvres online. Et là, je pense que c'est pour ça qu'on continue à faire du narratif. C'est que là, on aura une partie, on va en refaire davantage. Mais aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup le narratif plus en location-based VR. On le sort aussi online, mais l'audience est très réduite. Et le online, ça a plus shifté un peu vers le game. C'est drôle, j'en parlais avec Myriam Achard, qui est mon entrevue juste avant la vôtre. Et on parlait justement que
Le problème avec la réalité virtuelle, c'est que je crois que c'est générationnel, dans le sens que, bon, mes enfants sont nés dans un milieu de tout numérique. Ils ont l'habitude de me voir avec un casque VR sur la tête, mais les gens d'une génération précédente, ou même la mienne, on a commencé à l'adopter. Donc, c'est pas rendu quelque chose de naturel chez nous. Donc, vous remarquez un shift, hein, une espèce de shift qui se passe au niveau de tout ça, et puis vous tournez vers le location-based, ça semble être un intéressant tournant, je remarque, je verrais même un pattern, comme qu'on appelle, hein, chez les nombreux producteurs. D'ailleurs, dans l'entretien que vous avez donné en 2022 avec Paris Images, vous disiez que la VR avait besoin de meilleurs canaux de diffusion. Hein? 4 ans plus tard, est-ce que selon vous, le location-based est devenu justement ce canal manquant? J'aurais aimé qu'il y en ait deux. J'aurais aimé qu'il y ait le online et le location-based, hein, mais ça va là où ça va. Et oui, tout à fait. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a une audience qui commence à connaître la réalité virtuelle, qui est prête à se déplacer dans des lieux pour se faire divertir, voilà, et qui a envie d'avoir accès à des choses qu'elle n'a pas forcément accès chez elle. Et oui, je pense tout à fait que c'est un des canaux de diffusion qui permet maintenant de raconter des histoires en immersif. C'est même le seul canal qui aujourd'hui permet ça, non seulement sur l'audience, mais aussi plus ces lieux commencent à être remplis, plus ils ont des patterns, comme tu dis, et ça montre qu'il y a un chiffre d'affaires généré, plus ils commencent à pouvoir le réinvestir dans les prochains. Donc il y a beaucoup des studios qui ont un peu lancé ça, Félix et Paul, Émissif, des gens comme ça, qui au début ont investi leur propre argent à risque sur des choses comme ça. Et maintenant, plusieurs studios, dont moi, on arrive dans cette vague où on profite un peu de ce lancement qui a eu lieu depuis plusieurs années, où ces lieux maintenant ont la preuve que ça leur rapporte de l'argent et commencent à soit réinvestir dans des prochains contenus, soit donner envie à d'autres lieux de le faire. Et pour le faire, ils font investir des contenus. Donc oui, et de diffusion et de financement, c'est devenu un canal essentiel aujourd'hui. Mais quand on regarde Atlas, on se rend compte que vous avez quand même une certaine notoriété. D'ailleurs, ça a été reconnu très tôt dans les festivals avec des œuvres comme Spheres, Gloomy Eyes, Battle Scar, Notes on Blindness, puis aussi Playing with Fire, qui a été présenté à la compétition immersive de Cannes cette année. Qu'est-ce que cette reconnaissance institutionnelle a rendu possible? Est-ce qu'elle ne suffit plus à rendre possible aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle ne suffit plus à rendre possible aujourd'hui? En fait, cette reconnaissance institutionnelle, elle nous a pas tant que ça servi sur le online, parce que finalement, le consommateur final online, c'est pas trop ce que c'est le Lion d'Or à Venise ou le prix à Southby. C'est pas forcément ça qui va le pousser à consommer. Par contre, pour travailler avec des lieux et des institutions, tu parles de Playing with Fire, par exemple, on a la Philharmonie qui nous suit et qui accueille. J'ai des partenaires prestigieux. Je pense que ces gens, ça les rassure d'avoir un studio qui a été un peu adoubé par un secteur de professionnels. Donc ça, pour le coup, maintenant qu'on a un peu ce shift, je dirais pas shift, cette diversification Bien sûr. sur le financement par des lieux physiques, ça aide beaucoup de montrer que on est un studio qui délivre. On peut nous faire confiance, on va livrer, on va délivrer. La preuve est, on l'a fait plusieurs fois et on a eu la reconnaissance de Howard ou de festival. Donc c'est quelque chose qui nous sert maintenant encore plus que ça nous sert pour aller convaincre un public online. Ça, c'est intéressant. Vous avez aussi une formation qui est à la fois en communication, médias, propriété intellectuelle. Est-ce que cette sensibilité-là aux propriétés intellectuelles et aux droits est devenue centrale dans la manière dont vous pensez aujourd'hui à la croissance d'Atlas V? Parce que vous avez quand même un catalogue qui contient pas mal de IP, de propriété intellectuelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est essentiel. Moi, je voulais faire du cinéma dès que j'avais 18 ans, mais je viens d'une famille où on va pas trop faire des études de cinéma, on va faire des études classiques. Et je savais que le droit, puis les droits en propriété littéraire artistique me ramèneraient un peu vers cet univers dans lequel je voulais travailler. Je pense que c'est essentiel d'avoir la vision que j'ai pu avoir grâce à mes études en communication et en droit de comment construire une IP. Évidemment, c'est le but de tout producteur, hein, de faire une IP à la Star Wars qui devient un univers et un monde. Aujourd'hui, on le fait petit à petit. Il y a plein de projets qu'on sait qui ne seront pas des IP. Il y en a qu'on essaye de dériver. On a produit un projet VR qui s'appelle Gloomy Eyes, un court-métrage pour la télé. Là, on a sorti le jeu PlayStation, Switch, Steam, classique, non-VR. Là, on développe le long-métrage. Donc, il y a quelque chose comme ça. Oui, ma formation fait que j'ai un peu cette vision de comment construire des marques, mais aussi de comment licencier des marques existantes pour accélérer le marché, l'adoption du marché.
Voilà, c'est aussi comme ça qu'on a été parmi les premiers studios à licencier des IP, comme voilà, c'est Groomit, comme Gundam. Et ça, voilà, c'est des choses qu'on sait forcément, parce que moi, je réinvente pas la roue, je fais ce qui existe dans l'audiovisuel et je l'apporte dans la réalité virtuelle. Et ça, c'est sûr que ça vient un peu de ce background que j'ai pu avoir. Ça vient réconforter les gens qui n'osent peut-être pas mettre un casque de réalité virtuelle sur leur tête dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. 100%. On dit souvent 90% des gens veulent pas mettre un casque VR, mais 90% des gens qui le mettent sont ravis de l'avoir mis. Un des travaux aussi qu'on fait, c'est soit en prenant des IP un peu connus, soit en travaillant avec des stars. On travaille beaucoup avec des stars et c'est pour créer ce lien de confiance justement entre la personne et l'œuvre qui passe par ce casque de réalité virtuelle, c'est de se dire j'ai pas envie de tester la réalité virtuelle, mais comme il y a Colin Farrell qui fait la voix off, Voilà. je vais quand même essayer et ça fait que du coup, potentiellement, j'ai pris du plaisir à regarder cette œuvre-là. Donc que ce soit via des IP ou via des acteurs qui sont en eux-mêmes des IP, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. Oui. Atlas V vient de lever environ 6 millions de dollars avec HTC comme investisseur majeur, notamment dans le free-to-play et le location-based. Et au-delà du montant, qu'est-ce que ce partenariat change concrètement dans votre capacité de production? Le plus important, c'est le montant. Le montant permet de pérenniser une équipe solide que j'ai pas engagée coup pour coup par projet. C'est très compliqué d'engager des gens, de travailler avec 5 mois, de les voir prendre des nouvelles skills R&D et de repartir sur notre projet. Voilà, ça permet d'avoir une vision dans le temps. Et j'ai toute mon équipe qui est juste en bas, qui est une équipe vraiment de tueurs, comme on dit, de gens très qualifiés, que ce soit dans le jeu ou dans le location-based VR, c'est deux équipes distinctes. Ça permet de les pérenniser. Après, c'est vrai que le fait que ce soit un acteur qui comprenne l'écosystème, c'est très important. C'est-à-dire qu'ils savent où on va, ils savent quel est le niveau de croissance et de maturité du secteur, ils connaissent la croissance sur les différentes transversales. Et avoir un acteur comme eux qui a cette vision globale, c'est très important parce que c'est pas juste quelqu'un qui met de l'argent et qui va poser des questions stupides sur la rapidité d'évolution de la croissance. Donc ça, c'est très important. Et il y a aussi une autre brique qui est quand même super, c'est que c'est aussi un acteur technologique. Et du coup, on a quand même accès à l'évolution de leur casque, de leur système de location-based VR, d'exploitation. Donc voilà, je dirais que c'est trois choses. Évidemment, de l'argent, c'est ce qui est le plus important dans une levée de fonds. La tech, finalement, je pensais que ce serait l'argument numéro 2, mais non, l'argument numéro 2, c'est parler à des gens qui connaissent le secteur. La personne qui est à mon board, que HTC a pointé à mon board, c'est quelqu'un qui connaît la VR aussi bien que moi. C'est très agréable de pouvoir avoir ces discussions de personnes qui connaissent à personnes qui connaissent. C'est pas comme si j'avais un VC qui connaît rien et qui allait me demander des espèces de rentabilité pas possible sur ce secteur. Oui, c'était toujours important quand on parle la même langue. Hein. C'est souvent arrivé, surtout au début, par exemple, quand je commençais mes recherches, je commençais à lancer mes projets et puis ils me regardaient, les gens, puis ils disaient, de quoi ils parlent? On comprend pas ce que tu es en train de dire. Fait que ça fonctionnait pas. Il faut tout réexpliquer, c'est pas possible. Et je perdrais trop de temps. Donc là, c'est très agréable de pouvoir, c'est très fluide. Absolument. Est-ce que selon vous, cette levée de fonds-là avec HTC marque une rupture dans l'histoire d'Atlas V ou plutôt l'aboutissement logique d'une stratégie que vous aviez déjà amorcée depuis plusieurs années? Honnêtement, c'est totalement une rupture, mais la rupture, elle vient du fait qu'on ait décidé d'ouvrir le capital. Mm-hmm. Nous, on était une boîte indépendante depuis 8 ans. On préfinançait des œuvres qui gagnaient beaucoup d'awards, qui nous permettaient de vivre, mais qui ne trouvaient pas leur audience. C'est sincère, on a fait des œuvres magnifiques, et je pense beaucoup des producteurs qui ont fait ces œuvres magnifiques, soit c'était gratuit online parce que c'était préfinancé, et quand on faisait une œuvre gratuite, là on touchait 500 000, 600 000 téléchargements, et dès qu'on l'a passé en payant, c'était beaucoup plus limité. Et donc forcément, ça permet de faire des boîtes qui ne meurent pas, mais qui n'explosent jamais. Mm-hmm. Voilà, donc à un moment, nous, on s'est dit, il y a un moment, le marché n'est pas exactement celui dans lequel on s'est mis, qui était le narrative VR online. On s'est dit, le marché aujourd'hui, il est online plus sur le game et narrative plus sur le location based. Donc on va un peu shifter tout ça. Et on l'a fait parce qu'on a eu les signaux du marché. Meta, qui préfinançait beaucoup de narratifs, a commencé à beaucoup moins préfinancer, plus pour aller vers le gaming. Le changement de la priorité des devices. Voilà, donc on a pris la décision de se dire,
plutôt que continuer à stagner, on est une boîte, on aimerait pérenniser nos équipes, faire de plus en plus de choses, toucher des audiences là où elles sont. Et donc, on s'est dit à partir de ce moment-là, on va se diversifier. Et je dis bien diversifier, c'est pas un pivot. On continue à faire du narrative online. On continue à en faire quelques-uns dès qu'on peut les financer avec des copros internationales. Mais c'est plus des projets qui nous permettent de rester dans l'écosystème et aussi un peu des projets prestige qui peuvent bien marcher en festival ou garder un peu de reconnaissance presse. Mais voilà, à partir du moment où on a décidé de se diversifier, pour se diversifier, pour réussir, on a dû ouvrir le capital et trouver des fonds. Parce que pour aller aujourd'hui dans du location-based VR ou dans du jeu, il y a une grosse partie de ces investissements qui sont l'investissement personnel de l'équipe. Le jeu, on les préfinance parce que maintenant j'ai l'équipe pour les fabriquer. Et ça, c'est des systèmes de financement qui font que j'avais besoin de cash, alors qu'avant, j'en avais pas forcément besoin. Donc, c'est cette décision qui ont été le changement de cap. Et puis, l'aboutissement a été cette levée de fonds qui nous a permis de le réaliser. Ça fait du sens. Moi, quand je me rappelle, quand je voyais aussi le nom Atlas comme producteur, distributeur, pour moi, c'était synonyme de qualité. Je me rappelle, j'avais essayé Battle Scar. J'avais été, blown away, comme on dit en anglais. Après ça, Astra, j'ai adoré Astra. Wallace et Gromit, Gundam. Puis quand je vois des choses comme ça, là, on se retourne vers le location-based. Pour moi, ça fait du sens. Ça fait du sens et ça va être synonyme de qualité. Je pense à Félix et Paul. Je trouve que c'est le meilleur exemple qu'on peut donner vraiment, là. Félix et Paul qui était avec Meta, qui avait son channel en ligne et qu'on pouvait accéder aux œuvres. Et puis là, c'est énorme, le location base qu'ils sont en train de faire. Mais c'est tout à fait. Pour moi, c'est un peu une des premières boîtes qui a fait ce pivot. Enfin, de toute façon, on n'était pas non plus nombreux à faire du narrative VR, mais c'est évident qu'ils ont ouvert le pas. Je dirais même qu'ils ont créé le format. Ouais. Tu vois, Infinite, c'est, je pense, le premier ou un des premiers location-based VR. Comme le format, il n'existait pas. Moi, je me rappelle, c'était The Void, qui était sorti vers 2016. Ouais, t'as raison. Ouais, il y avait The Void. Bon, parmi les premiers. Ouais. Ça commençait à se créer. Ouais, c'était super, The Void. The Void, moi, ça reste toujours l'une des plus grandes expériences location-based, mais COVID a tué The Void. Puis après, c'est exceptionnel. Et c'est vrai qu'il y a eu The Void, comme ça a été le précurseur. Mais je veux dire, Infinite, il y avait quand même plus de gens. Ouais. Le setup était plus. Disons que voilà, c'est quand même des changements de direction qui ont été super importants. Et oui, et aujourd'hui, ça fait sens. Et aujourd'hui, quand tu parles de qualité, nous, quand on en a fait 2 pour l'instant, on en a fait un premier qui s'appelle Collective Body, qui était des petits groupes de 8. C'était très simple. C'était un des premiers qu'on faisait. On voulait y aller lentement. Ça a été produit avec le Lincoln Center à New York. Maintenant, ça tourne un petit peu. Ensuite, on a fait Playing with Fire, qui est cette fois un peu plus large scale. Tu vois, on est sur 40 à 70 personnes en fonction du lieu. Voilà, nous, ce qu'on espère, c'est non seulement continuer à apporter cette touche qu'on espère qualitative visuellement et originale, et aussi on arrive dans un écosystème qui est déjà un peu pris. Tu vois, il y a une boîte très connue en France qui s'appelle Emissive, qui fait beaucoup de patrimonial, tu vois, sur des lieux emblématiques, des choses comme ça. Nous, l'idée, c'est de se dire, on va pas juste copier une société qui fait déjà des choses très bien. On va essayer de faire des choses un peu différentes. Et aujourd'hui, une des transversales qu'on veut prendre, c'est vraiment l'art. L'art au sens, je dis pas que la VR n'est pas de l'art, ça l'est totalement. L'art au sens, la musique, le cinéma, faire des choses autour d'artistes comme ça. C'est un peu ça la transversale qu'on veut prendre. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses comme ça sur le marché. Donc là, on en a produit une première sur cet artiste Yuja Wang. Mm-hmm. On est en discussion avec beaucoup d'autres artistes musicaux ou du cinéma pour faire plus des choses autour de ces univers. On a l'impression que c'est un peu là qu'on a une place à prendre sur cet écosystème qui est déjà... Voilà, il y a plusieurs boîtes de production qui sont dans l'écosystème et il n'y a pas non plus tant que ça de lieux ou de spectateurs. C'est pas encore le cinéma ou le théâtre. Tout à fait. Donc, quand vous développez pour du location base, est-ce que vous pensez d'abord en termes de récit, de lieu, de durée, de rejouabilité, retour d'investissement ou de modèle d'affaires? On pense à comment trouver une audience. Mm-hmm. C'est quand même des choses, c'est pas comme Netflix que tu vas regarder tous les jours. Tu vas y aller une fois par mois, peut-être, ou c'est des touristes qui vont y aller quand ils sont dans une ville, donc où tu vas y aller en famille ou en groupe. Il faut quand même qu'on reste sur des sujets un peu mainstream. On peut pas faire une niche dans une niche. Mm-hmm. On n'en est pas encore là. Donc pour l'instant, avant tout, on pense qu'est-ce qui fait qu'une audience va se déplacer dans un lieu physique pour payer et mettre un casque de VR. C'est déjà beaucoup de facteurs de faire tout ça. Qu'est-ce qui fait que cette personne va avoir envie de faire tout ça?
Donc bien sûr, tu vois, quand c'est Infinite, tu vas dans l'espace, oui. Quand c'est aller voir des dinosaures, oui. Donc nous, si on veut faire ça avec des artistes, quels sont les types d'artistes qui font que tu vas te déplacer? En général, ça va être des gens qui sont très connus ou qui ont une communauté très forte sans être totalement mainstream ou qui ont des univers artistiques très marqués. Et là, on se dit qu'en choisissant ça, on peut emmener une audience. Donc aujourd'hui, on est on fait attention aux artistes et aux marques avec lesquelles on parle parce qu'il y a des choses que, par exemple, une marque de film, tu pourrais dire ça, c'est génial, mais ça n'ira pas en VR. Ou alors, ça irait très bien en VR, mais c'est trop niche pour driver une audience. Faut que ça fasse du sens. Il faut que ça fasse vraiment sens en VR et au terme de l'audience. On est encore sur des canaux de diffusion, il n'y a pas beaucoup de salles, il n'y a pas beaucoup de projets, les gens y vont pas souvent, donc ça marche, mais c'est toute proportion gardée quand même. C'est très léger les revenus par rapport à ce que peut faire un jeu vidéo ou un film. Absolument. Et ce qui m'intéresse beaucoup aussi dans le virage, c'est on semble ramener la VR qui était, on se rappelle, il y a quelques années, hein, on parlait beaucoup de la solitude avec la VR, le côté solitaire. Hein. Maintenant, on ramène la VR vers une logique presque cinématographique. Sortir de chez soi, acheter un billet, vivre quelque chose ensemble. Est-ce que vous voyez le Location Base comme une forme de salle de cinéma du futur pour l'immersif? En tout cas, je vois salle de cinéma, je dirais pas. Je pense que c'est autre chose. Je pense que les cinémas vont, eux, bientôt créer des séances VR dans leur salle où on peut imaginer avoir 15 minutes d'intro des acteurs, mater le film en VR avec le son de la salle, réenlever, avoir un Q&A avec les... Je pense que les cinémas, eux, vont être amenés à un moment à faire ce genre de screening. Parce que ça fait sens. On est habitué à aller dans une salle, de s'asseoir, de regarder. Pourquoi pas mettre un casque? Je pense qu'il faudra des œuvres plus ou moins adaptées et fabriquées pour. Donc je pense que les salles de cinéma vont avoir ces usages. La question que tu poses pour moi, c'est plus, est-ce que ça me rappelle la notion d'une séance avec plein de gens de... Et là, oui, 100%. Ça me rappelle vraiment le coup d'une séance collective. Tu vas avec des gens, tu vas pouvoir parler après, tu vas même pouvoir sortir en même temps que groupe, entendre ce qu'ils se disent, entendre si toi, tu as trouvé ça nul, mais des gens ont trouvé ça génial, tu vas te poser la question de pourquoi. Donc, ce côté séance collective, mais que tu as autant au cinéma qu'au théâtre, qu'à l'opéra. Oui, pour moi, ça revient un petit peu là-dessus. Mm-hmm. Et quelque chose que j'ai trouvé super au Festival de Cannes cette année, c'est que ça a été beaucoup d'œuvres, soit vidéo mapping, soit VR, de séances collectives à heure fixe, avec un large groupe dedans. Je trouvais ça très intéressant pour un festival comme celui du Festival de Cannes, qui est le festival du cinéma, de revenir à cette notion de séance. Ah oui, j'en parlais avec Élie Levasseur pendant mon entrevue avec lui. Ils ont accueilli, c'était 200 personnes par séance. C'est quand même énorme. Ça nous rappelle vraiment justement le collectif. Puis ça vient briser cette espèce d'idée qu'on avait de la VR qui était très solitaire. Et on se rend compte évidemment que le futur, c'est vraiment ça, c'est de le vivre ensemble, de vivre une expérience ensemble et d'en parler après, comme vous disiez. Et à Cannes, au début, en 2024, l'année d'ouverture de la compétition immersive, il y avait une rétrospective Atlas V qui présentait 6 œuvres plus anciennes dans un format presque muséal pour montrer l'évolution du médium à un public de cinéma, parce que à l'époque, c'était la première année de la compétition immersive. Qu'est-ce que ça vous a appris sur la manière dont les publics non XR, VR, découvrent vos œuvres? C'était vraiment très bien d'être sous le cadre d'un côté Festival de Cannes parce que tu as un peu une marque de quand les gens arrivent, ils sont déjà en confiance. Donc c'était pas mal, c'était que je pense quand même que 50% des gens qui sont venus sont des gens qui connaissaient la VR, hein, même si on était à Cannes. En plus, la première année, on était un peu plus loin du centre, donc il fallait faire l'effort de se déplacer. Mais je pense que beaucoup de gens qui venaient là parce que c'est le Festival de Cannes venaient là de façon curieuse et bienveillante. Ça, c'était très intéressant. Et aussi, on avait eu la chance de pouvoir recréer tout cet espace-là. Et donc, on avait fait une scénographie, je me rappelle, qui montrait qu'en gros, la VR, c'est comme un nouveau procédé technique qui permet de raconter des histoires. Ouais, parce qu'il y en a beaucoup qui le voyaient juste comme une extension du cinéma. Et nous, on avait fait une frise chronologique comme ça qui montrait que il y a le parlant qui arrive, la couleur qui arrive, Star Wars et les VFX arrivent, Toy Story, la 3D arrive. Et à chaque fois, ces choses-là arrivent. Je veux dire, Marathon Man et le Steadicam. À partir de là, on peut faire des films au Steadicam. C'est des façons de raconter l'histoire en plus. Ça ne met pas fin à celle d'avant. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire ça. Non, c'est une nouvelle façon, un nouveau procédé, un nouvel outil
pour raconter l'histoire, et autant l'utiliser s'il permet de raconter l'histoire d'une meilleure façon qu'un autre outil. J'ai fait un projet VR autour de l'ayahuasca, la plante Ouais. chamanique, avec un réalisateur qui s'appelle Yann Kounen, qui lui a une thématique qu'il connaît bien, et il a choisi de le faire en VR parce que les émotions seraient plus fortes en VR autour de l'ayahuasca qu'en film. Donc voilà, c'est dans cette frise chronologique, c'est montré que un créateur, quelqu'un qui veut raconter des histoires, maintenant il a un outil en plus à sa disposition. Yann Kounen, depuis, il a refait des films, il a fait d'autres choses. C'est pas parce qu'on fait de la VR qu'on doit faire que de la VR. C'est juste qu'il y a certaines histoires qu'on voudra raconter qui seront mieux racontées avec cet outil-là que d'autres. Et donc on avait remis un peu la VR dans cette évolution du cinéma à Cannes pour bien montrer que ça ne va pas mettre fin au cinéma. Comme chaque procédé technique n'a pas mis fin au cinéma et à ce qui se passait avant, et que on en est sûr, et en plus on le souhaite pas parce qu'on adore tous le cinéma ici. Tout à fait. D'ailleurs, dans une expérience en location-based, par exemple, le corps du spectateur devient souvent plus visible, hein. Il se déplace, il attend, il partage l'espace, des fois il interagit même avec les autres. Est-ce que selon vous, ça rapproche la VR du théâtre, de l'installation, du parc d'attractions autant que le cinéma? Je pense quand même qu'on est quand même plus proche des médiums narratifs. Mhm. Donc, je pense qu'on se voit aussi pour une raison simple qui est souvent ne pas se rentrer dedans. C'est vraiment la base de pourquoi on voit les avatars, c'est faire attention à ces mouvements. Aujourd'hui, c'est assez rare les moments où on va être ensemble, où on va interagir avec des acteurs ou des choses comme ça. Il y a des choses, il y a des projets qui sont en train de se développer, qui mélangent live actor en mocap avec des gens qui communiquent. Et là, peut-être que oui, on se rapprochera un peu d'un mélange plus de théâtre, danse, performance et cinéma. Aujourd'hui, des œuvres qui se créent de ce que je vois, on est quand même plus proche d'un médium qui raconte des histoires dans lesquelles des gens peuvent déambuler, mais très vite on s'oublie, très vite on oublie les autres et on focus sur ce qu'on regarde et ce qu'on écoute. C'est là qu'on voit que le storytelling, c'est vraiment au cœur de tout ce que vous faites, dans le fond. Et de tout ce qu'on fait. Ouais, ouais. Et puis, j'ai maintenant un de mes associés qui lui développe de plus en plus de séries mixed live action Gen AI non VR en classique. Mais on fait ça toujours chez Atlas et c'est un truc un peu différent. C'est pas notre corps de ce qu'on fait à la base. Mais bon, nous, quand on y pense, on voulait juste raconter l'histoire avec des nouvelles technologies. Mhm. On fait de la VR, mais on a aussi fait des films en dôme. On a fait des choses avec Magic Leap en AR. On fait aussi beaucoup d'expériences immersives pour les lieux physiques, type Oasis à Montréal ou des salles comme ça. Donc, la VR, c'est 80% de ce qu'on fait, mais on aime bien dire aussi que nous, on veut, encore une fois, raconter des histoires, transmettre des émotions avec des nouvelles technologies et des nouveaux procédés de diffusion. Donc, tout ça fait partie des choses qu'on a envie d'explorer. Moi, je pense que le medium projection mapping, type Atelier des Lumières, Oasis et tout, on est qu'à ses débuts. Absolument. 10 ans, on voit des choses magnifiques. Les histoires, il y a encore 7 ans, il y en avait à peine. Depuis 2-3 ans, les salles commencent à introduire de la narration sur un format de vidéo projection mapping. Je pense qu'il y a des choses incroyables à faire là-dessus. Là, on en développe aussi beaucoup en interne parce que, voilà, on y croit aussi beaucoup de se dire, j'ai les équipes et j'ai les artistes pour raconter des histoires en immersif. On le fait en location-based VR, mais on le fait aussi en location-based entertainment, tout court sans VR. C'est aussi des choses dans le développement et la diversification qui sont très, très importantes. Absolument. D'ailleurs, de la manière dont vous parlez, je l'ai lu aussi, Atlas V mentionne aujourd'hui son ambition de maîtriser toute la chaîne de valeur, de la création à la distribution. Et est-ce que cette intégration verticale est devenue nécessaire pour survivre dans l'écosystème XR? Aujourd'hui, je dirais que sur le narratif online et sur le jeu vidéo, on a cette ambition de maîtriser l'intégralité de la chaîne de valeur. Et je pense que grâce aux ressources qu'on a désormais financières et humaines, si on peut le faire, c'est mieux de le faire. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment très très lié le publishing et la création d'un jeu vidéo en VR. Hein. Et si tu as les moyens et les équipes pour le faire, c'est pas mal de maîtriser cette chaîne, d'avoir les études marketing de ton market avant même de commencer le prototypage, de sortir ça. C'est vraiment un écosystème très vertueux si tu peux faire tout ça ensemble. Sur ce qui est le location-based VR, au contraire, je pense qu'il y a des gens qui distribuent. Tu parlais à Myriam Achar hier, tu disais par exemple, voilà, il y a des acteurs comme ça qui au final vont aider à une meilleure diffusion
et un meilleur reach du projet. Et aussi aujourd'hui, beaucoup de lieux sont des exploitants et des distributeurs. Ouais. Il n'y a pas encore vraiment beaucoup de distributeurs de location-based VR. C'est vrai. Si un jour il y en a, tant mieux, parce que comme dans le cinéma, le distributeur pourra faire un MG, aller voir des exploitants. Aujourd'hui, l'exploitant et le distributeur, ce qui fait que souvent il prend une grosse part du ticketing, et c'est normal, hein, il a tellement de temps qu'il fait les deux. Mais aujourd'hui, dans le location-based VR, on va préférer être accompagné de ces gens-là que le faire nous-mêmes en interne. Il faudrait que j'ai une team à part, que je débauche de nouvelles personnes, et on fait déjà assez de choses comme ça. Donc sur ça, je préfère au contraire ne pas maîtriser 100% de la chaîne de valeur. Ah, c'est intéressant. Si on regarde l'industrie aujourd'hui, est-ce que le vrai enjeu n'est plus seulement de prouver que la VR peut raconter des histoires, mais de prouver qu'elle peut rencontrer durablement ses publics? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a prouvé qu'on pouvait raconter des histoires. Comme disaient donc deux Américains, c'est même plus du storytelling, c'est du story living. Ouais, ben oui. Catchphrase à la hollywoodienne, mais c'est vrai. On a prouvé que ça l'était. On a prouvé les capacités artistiques et émotionnelles de la VR. Maintenant, il faut qu'on donne envie aux gens d'y revenir, d'y retourner, que ça fasse partie de leur quotidien. Et pour ça, il va falloir qu'on continue à produire des contenus de qualité. C'est pour moi la plus grosse problématique du moment. Il y a peu de contenus de qualité qui sont produits. Il y a peu de contenus tout court qui sont produits. Tout à fait. En location VR, parce que c'est normal, parce que par rapport aux investissements que ça représente, tu mets entre 6 et 12 mois à recoup ton investissement avant de vraiment faire de l'argent. Comme je le disais, l'exploitant prend une énorme part du ticketing. Et encore une fois, je me plains pas. Je trouve ça logique par rapport à leur coût. Mais parce qu'ils viennent voilà, ils ont eu tous les coûts d'installation, de lancement. En quelques années, peut-être ils pourront réduire parce qu'ils auront des coûts déjà amortis, réinvestir plus dans les œuvres. Donc aujourd'hui, on est dans un petit moment compliqué, où ça y est, les audiences commencent à vouloir y aller. Mais si elles veulent y retourner, elles n'ont pas forcément le contenu de la même qualité qu'elles avaient eu à l'époque, ou alors elles ont le même qu'il y a 2 ans. The Infinite que j'ai adoré, qui est vraiment adoré, je crois que je l'ai vu il y a 4 ans. Ça, c'est encore un des contenus qui commence à ouvrir dans plein de salles. Donc, pourquoi pas Mais voilà, il va falloir vite que des contenus soient un peu plus produits. Et donc, à un moment, je ne sais pas si ce sera l'exploitant, un fonds d'investissement, producteur, je ne sais pas, commence à prendre plus de risques. Tu vois, ça peut paraître beaucoup, une levée de 6 millions, mais c'est très peu. Oui. Et j'ai qu'une partie qui va sur le location-based VR. Et une belle œuvre de location-based VR, ça coûte 1,5 million, 2 millions à produire. Donc, il faut quand même un moment... Je sais pas qui va à un moment se dire allez, on y va, on prend des risques. Je vais pas gagner pendant 2 ans, je vais recouper la 3e année. Souvent, les fonds d'investissement préfèrent recouper plus vite que ça. Donc voilà, on est dans ce moment intéressant. Comme tu viens de le dire, il faut maintenant qu'on trouve un public régulier. Ouais. Et que ça en fasse un vrai business case. Mais pour ça, il va falloir des contenus de qualité fréquents. Donc c'est un peu en ce moment le serpent qui se mord la queue. Mais je suis sûr qu'on va trouver un... Faut faire des recherches. En terminant, si vous deviez formuler une hypothèse, disons, sur les 5 prochaines années de l'immersif, diriez-vous que l'avenir appartient au casque à domicile, aux lieux collectifs, aux plateformes sociales, ou une espèce d'hybridation complète de ces modèles-là? 5 ans, c'est pas tant que ça. Ok. Je m'aurais dit sur 5 ans. Non, mais sur 5 ans, je pense que les deux vont continuer à se développer. Mm-hmm. Sur 5 ans, je pense que pas grand chose va changer. Le online va rester massivement du gaming. Ouais. Je pense pour le coup que les usages vont continuer sur le gaming. Et je pense que le location-based VR va énormément évoluer. Et je veux dire grossir, pardon, pas évoluer. Va énormément grossir. La question pour moi, elle est plus sur 10-12 ans. Tu vois, est-ce que quand les casques sont en meilleure qualité, légers, que tout le monde en aura chez soi, à ce moment-là, est-ce que le location-based VR va un peu avoir l'effet d'un cybercafé? Tout le monde a Internet, plus personne va en cybercafé. C'est possible. Donc, mais ce sera au location-based VR de se réinventer et de rajouter de l'haptique, des odeurs, je sais pas, quelque chose qu'on peut pas avoir à la maison. C'est toujours pareil. Exact. Si tu peux l'avoir à la maison, tu sens, mais c'est des problèmes que connaissent le cinéma et la télé, la radio, toutes ces choses-là depuis longtemps. C'est à quel point tu vas aller faire en dehors de chez toi quelque chose que tu peux faire chez toi. Aujourd'hui, c'est quand même pas vraiment accessible chez soi. Mais sur 5 ans, je vois pas énormément de choses évoluer. OK, donc sur 30... Les audiences vont grossir dans les deux, en gaming et en location-based VR.
je suis pas encore sûr que ça va merge ou que ça va évoluer tant que ça. Et disons sur 30 ans. Alors là, je vais loin, là, mais... Sur 30 ans, je pense que les gens auront tous des salles immersives chez eux s'ils le souhaitent, avec Ouais. des devices qui permettent et de regarder une télé en réalité augmentée et de la regarder chez soi. Et je pense qu'ils se retrouveront limite en virtuel, ensemble, dans des lieux virtuels s'ils veulent y aller. Euh, Est-ce que dans 30 ans, justement, le location-based VR, ce sera pas se retrouver autour d'une glace pour écouter un vinyle parce que plus personne n'en a chez soi? Je sais pas. Oh wow, j'aimerais vraiment pas en arriver là. Antoine Quérol, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était très bien de vous avoir sur Dr. VR. Ben, ça fait très plaisir. Merci pour l'invitation.